Je m'appelle Ingrid Holloway. J'ai 37 ans. En octobre dernier, j'étais assise à la table du dîner de ma mère pendant qu'elle me souriait et me disait « C'est ton dernier dîner dans cette maison ». Elle le disait comme une menace. Toute la famille était réunie, ma tante, mon cousin, son petit ami. Elle avait l'air si sûre d'elle, si parfaitement maîtresse de la situation, que j'ai presque eu pitié de ce que j'allais faire. Presque. J'ai lentement sorti un document de mon sac et je l'ai fait glisser sur la table. Le tien aussi, ai-je dit. Ma mère l'a lu une fois, puis une deuxième fois. Son visage est passé du rose au blanc, comme si quelqu'un avait retiré une prise. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré. Mais je pouvais, et elle le savait. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivé à me trouver face à ma propre mère à cette table, prenez un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner et indiquer dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'aime savoir d'où vous m'écoutez tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 20 ans en arrière, dans une maison au bout de Riddle Creek Road, la nuit où mon grand-père est mort. La maison se trouvait au bout de Riddle Creek Road, à Garner, en Caroline du Nord. Une maison de plein pied avec un toit de bardeaux gris et un porche qui enveloppait la façade comme un bras qui vous attire. Mon grand-père, Earl Puy, l'avait construite lui-même en 1978. Il avait posé chaque planche, accroché chaque porte, creusé le puits avant que le comté n'amène les conduites d'eau jusque-là. Grand-pa Earl était charpentier de métier et homme silencieux par choix. Il ne parlait pas beaucoup lors des réunions familiales, mais le samedi matin, il me tendait un bloc de ponçage et me laissait travailler à ses côtés. J'étais la seule avec qui il faisait ça. J'avais 15 ans quand il m'a fait asseoir sur ce porche et m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment. Cette maison n'est pas faite de bois et de clous, Birdie. C'est une promesse. Birdie, c'est comme ça qu'il m'appelait. Personne d'autre ne l'a jamais fait. Il est mort 2 ans plus tard. Un AVC massif, au milieu de la nuit. J'avais 17 ans. Ma mère a reçu l'appel à 6 heures du matin, a reposé le combiné et a dit « Eh bien, c'est fait ». Pas de larmes, pas de menton tremblant, juste ces 3 mots, plats comme un plan de travail. Je me souviens d'être resté dans son atelier vide le lendemain des funérailles, à passer la main sur l'établi qu'il avait poncé lisse pendant des décennies. Sa tasse de café était encore là, avec un cercle de marque noire séché au fond. Toute la pièce sentait la sueur et l'huile de lin. J'ai pleuré dans cet atelier pendant 1 heure. Quand je suis rentré à l'intérieur, ma mère était déjà au téléphone avec quelqu'un. Sa voix basse, le dos tourné. Elle a raccroché en me voyant. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. J'avais 17 ans et mon grand-père était parti. Je ne savais pas encore que ce qu'elle m'avait pris avait déjà commencé. 1 mois après les funérailles, ma mère m'a appelé dans la cuisine. Elle était debout devant le comptoir avec une tasse de café qu'elle ne buvait pas, les bras croisés très fort. Je voyais qu'elle avait répété quelque chose. « Ton grand-père n'a pas laissé de testament », a-t-elle dit. « Il n'y a rien, juste cette maison et une pile de dettes. » J'ai demandé s'il y avait un avocat impliqué, quelqu'un à qui nous devrions parler. Elle a fait un geste de la main comme si j'avais suggéré quelque chose de ridicule. Il n'y avait pas d'avocat. Il était mort comme il avait vécu. Sans plan, sans préparation. C'est moi qui dois m'occuper de tout ça maintenant. J'avais 17 ans. Je l'ai cru. Ce printemps-là, j'ai été accepté dans un programme pré-droit à NC State. J'avais travaillé dans ce but pendant 2 ans, mock trial, AP Government, une lettre de recommandation de mon professeur de civisme que je garde encore quelque part dans un tiroir. Ma mère m'a fait asseoir la même semaine où la lettre d'acceptation est arrivée. Tu penses que tu peux simplement partir à l'université pendant que je me noie ici, a-t-elle dit. L'hypothèque de cette maison seule? Qui va m'aider? Qui va garder les lumières allumées? Il n'y avait pas d'hypothèque. La maison était payée. Earl Puy ne croyait pas aux dettes envers les banques, mais je ne le savais pas. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, a-t-elle dit, tu veux me laisser ici toute seule? C'est comme ça que tu me remercies? J'ai retiré ma candidature le lendemain. J'ai pris un emploi de caissière dans un magasin de bricolage près de la route 70. J'ai donné 300 $ par mois à ma mère dès mon premier chèque, et à chaque chèque suivant. Je ne savais pas qu'elle mentait. Je savais simplement que je ne pouvais pas être la fille qui s'en allait. C'était la première édition. Ce n'était pas la dernière.
Les années se sont brouillées comme elles le font quand on est coincé dans un schéma qu'on ne sait pas nommer. À 19 ans, je suis rentré à la maison. Juste temporairement. Ma mère a dit, j'ai besoin d'aide pour les gouttières et la plomberie. Tu sais, je ne peux pas faire ça toute seule. J'ai payé les réparations. Le temporaire est devenu 3 ans. À 23 ans, je lui ai dit que je regardais des appartements à Raleigh. Elle a posé sa fourchette au dîner et a dit, tu laisserais vraiment ta mère toute seule dans cette grande maison. Je suis resté une année de plus. À 27 ans, j'ai décroché un meilleur poste dans une entreprise de fourniture de bureaux. Un salaire décent, des avantages, de la place pour grandir. Ma mère n'a pas dit « félicitations ». Elle a dit « ça veut dire que tu m'en verras plus ». À 30 ans, je me suis inscrite à un programme en ligne pour obtenir un certificat de parajuriste. Je faisais les devoirs le soir après mes shifts. Ma mère a trouvé les manuels sur ma table de nuit et a dit « tu continues à poursuivre ce rêve d'avocate ?» Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ça, un grade. J'ai quand même terminé le certificat. C'était la première chose que je faisais en 16 ans qu'elle n'avait pas réussi à me faire abandonner. À 31 ans, j'ai enfin déménagé à Raleigh. J'ai loué un appartement d'une chambre près de Capitol Boulevard. Ma mère a appelé ça une trahison. Elle a utilisé ce mot, trahison, comme si j'avais commis un crime. Même après mon départ, je lui envoyais 4 cents par mois. Elle disait que c'était pour l'hypothèque. Il n'y avait pas d'hypothèque. Elle disait que c'était pour l'entretien. La maison que mon grand-père avait construite de ses mains n'avait pas besoin de 400 $ par mois d'entretien. Mais je les envoyais parce que chaque fois que je pensais arrêter, j'entendais sa voix, après tout ce que j'ai fait pour toi. Chaque dollar que j'envoyais était une brique dans le mur qu'elle construisait autour de moi. 14 mois avant ce dîner, ma mère a rencontré Rebecca à l'église. Elle m'a appelé un mardi pour me parler de lui. C'est un homme bien, a-t-elle dit avec une gaieté dans la voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Un plombier, il travaille à son compte, solide. Au 3e mois, Ray avait emménagé. Au 6e, il refaisait le toit avec des bardeaux architecturaux. Nouvelle terrasse au 9e mois, peinture fraîche à l'intérieur et à l'extérieur au 12e mois. Ma mère m'envoyait des photos comme si elle feuilletait un magazine de rénovation. Réinvestis vraiment dans notre avenir, disait-elle. Je demandais, notre avenir ou l'avenir de la maison. Elle me raccrochait au nez. La première fois que j'ai rencontré Ray, il m'a serré la main trop fort et trop longtemps. Ta maman m'a tout raconté sur toi, a-t-il dit. Elle a fait beaucoup pour toi, ma chérie. J'espère que tu apprécies ça. Il l'a dit comme on parle à une adolescente qui a oublié de sortir les poubelles. J'avais 36 ans. Au cours des visites suivantes, une image s'est formée. Ray traversait cette maison comme un homme qui mesure les murs pour des meubles qu'il n'avait pas encore achetés. Il parlait de la propriété, du terrain et de ce que faisait le marché dans le comté de Wake. À Thanksgiving, il a dit à ma tante Vivien que Garner était sur le point d'exploser et que posséder un bien immobilier payé était la chose la plus intelligente qu'on puisse faire. Ma mère souriait tout le temps. Ray a passé son bras autour d'elle et l'a serrée. Ce Noël-là, elle l'a mentionné pour la première fois, comme si ce n'était rien. Ray et moi avons parlé de rendre les choses officielles. La maison, je veux dire. Je n'ai pas répondu, mais j'ai entendu. L'appel est venu un mardi soir début octobre. Dîner dimanche, a dit ma mère. Toute la famille, j'ai une annonce à faire. Sa voix avait cette gaieté particulière qu'elle utilisait quand elle avait déjà pris une décision et voulait un public pour en être témoin. J'ai reconnu le ton comme un chien reconnaît une laisse. Quel genre d'annonce, ai-je demandé. Elle a ri. Tu le sauras avec tout le monde. Puis, plus sèche, et ne viens pas avec cette attitude. C'est une occasion joyeuse. J'ai appelé ma tante Vivien ce soir-là. Elle ne connaissait pas les détails, mais elle avait perçu le même signal. Ta mère avait l'air de préparer quelque chose d'important, a dit Vivien. Je suis resté assise sur mon canapé dans mon appartement de Raleigh et j'ai fixé le plafond. Le calcul n'était pas difficile. Gloria plus Ray plus annonce plus toute la famille égale une seule chose. Elle allait mettre le nom de Ray sur l'acte. Elle allait donner la maison de mon grand-père à un homme qu'elle connaissait depuis 14 mois. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans mon lit à repasser la même boucle, l'appeler,
la confronter, lui demander d'attendre. Mais je savais déjà comment cette conversation se terminerait. Elle me dirait que ce n'était pas mes affaires. Elle me dirait que j'étais égoïste. Elle me rappellerait tout ce qu'elle avait fait pour moi. Et je raccrocherais en me sentant plus petite qu'avant d'avoir composé le numéro. Sauf que cette fois, quelque chose était différent. Quelque chose que j'avais appris au travail, une compétence que j'utilisais tous les jours pour les familles des autres, se réorganisait tranquillement dans mon esprit. Je ne savais pas encore que ma mère ne pouvait pas donner ce qui ne lui avait jamais appartenu. Mais j'allais bientôt le découvrir. Mercredi matin, cabinet Morrison & Grant Estate Law, centre-ville de Raleigh. Je travaillais là comme parajuriste depuis 3 ans, dépôt de motion, rédaction de correspondance, recherche de dossiers. Le genre de travail qui vous rend invisible aux avocats et indispensable aux affaires. Ce matin-là, je faisais une recherche de titre pour un client. Routine. J'ai ouvert le site du registre des actes du comté de Wake, tapé l'adresse de la propriété, suivi la chaîne de propriété. J'avais fait ça des centaines de fois. À mi-chemin, je me suis arrêté. Mes doigts sont restés suspendus au-dessus du clavier. Si ma mère prévoyait de signer un acte de transfert rapide, cela signifiait que le titre de propriété devait être à son nom. Et les titres sont des registres publics. N'importe qui pouvait les consulter. Je pouvais les consulter. J'ai tapé l'adresse sur Riddle Creek Road. Le résultat s'est affiché en moins de 3 secondes. L'acte avait été enregistré en 2005, l'année où mon grand-père est mort. Le donateur était la succession d'Earl T. et puis. La ligne du bénéficiaire indiquait « Gloria Holloway, trustee du Earl puis Testamentary Trust au bénéfice d'un gré de Monsieur Holloway ». Je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, les mots devenaient plus forts, pas sur l'écran, mais dans ma poitrine, trustee, au bénéfice d'un gré de Monsieur Holloway. Mon grand-père m'avait laissé la maison, pas à ma mère. À moi. Il l'avait mise dans un trust légal, avec ma mère nommée comme personne responsable de le gérer jusqu'à ce que je sois prête à le recevoir. Et elle n'avait jamais dit un mot. J'ai fermé l'onglet du navigateur, je l'ai rouvert, je l'ai lu une 4e fois. Les mots n'ont pas changé. Je me suis reculé de mon bureau et je suis allé dans la salle de pause, j'ai versé une tasse de café que je n'ai pas bu. Mes mains étaient stables. Tout le reste tremblait. Je n'avais besoin de personne pour m'expliquer ce qu'était un trust testamentaire. 3 ans de droit des successions m'avaient appris au moins ça. Un trust testamentaire est créé par un testament. La personne qui meurt, le testateur, laisse des biens à un trustee qui les détient au bénéfice de quelqu'un d'autre jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies, généralement un âge, généralement 21 ans. Mon grand-père avait tout organisé pour que ma mère gère la maison jusqu'à mes 21 ans. Ensuite, elle était légalement tenue de me transférer le titre. Pleine propriété, mon nom sur l'acte. J'avais 37 ans. Elle violait son devoir fiduciaire depuis 16 ans. J'ai ensuite consulté les registres de succession. Le testament avait été déposé au greffe du tribunal supérieur du comté de Wake en 2005. Le trust avait été créé et financé. La propriété avait été transférée dans le trust. Tout était documenté, daté et enregistré. Ma mère était allée au tribunal, avait déposé les papiers, accepté le rôle de trustee, puis était rentrée à la maison et avait dit à sa fille de 17 ans que son grand-père n'avait rien laissé. Je suis restée assise dans ma voiture après le travail ce soir-là, moteur éteint. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis simplement resté là avec cette clarté qui arrive après quelque chose qui se brise net. Elle m'avait dit qu'il n'avait rien laissé. Elle m'avait dit qu'il n'y avait pas d'avocat. Elle m'avait fait abandonner l'école de droit pour que je n'apprenne jamais assez pour découvrir la vérité. Ce n'était pas de la cruauté gratuite. C'était un système. Chaque choix qu'elle avait fait de me sortir de l'école, me garder près d'elle, me rendre financièrement dépendante avait un seul but, s'assurer que je n'aurais jamais les outils pour poser les bonnes questions. Ma mère ne m'avait pas seulement pris une maison. Elle m'avait pris l'éducation qui m'aurait permis de le découvrir plus tôt. J'ai pris mon téléphone ce soir-là et j'ai composé son numéro. J'ai laissé sonner 3 fois avant de m'arrêter. Si j'appelais maintenant, elle nierait. Elle tordrait la conversation jusqu'à ce que je m'excuse d'avoir posé la question. Elle pleurerait ou crierait ou se tairait, selon l'outil qui fonctionnait le plus vite, et à la fin de l'appel, je me sentirais coupable d'avoir découvert la vérité.
C'était le schéma. 20 ans de ce schéma, usé lisse comme un sentier à travers l'herbe. J'ai posé le téléphone. Pour la première fois de ma vie, j'ai choisi de ne pas réagir. Au lieu de cela, j'ai fait une liste. Je l'ai écrite au dos d'un reçu de station-service parce que je n'avais pas de bloc-notes dans ma voiture. Trouver l'acte original du trust. Trouver l'avocat qui l'a rédigé, Harold Puy. Vérifier les termes exacts du trust. Comprendre mes droits légaux. Tout préparé avant dimanche. Dimanche était dans 4 jours. 4 jours pour confirmer ce que 20 ans avaient caché. Le lendemain matin au bureau, j'en ai parlé à Marin Torres. Elle était l'autre parajuriste chez Morrison & Grant. 34 ans, directe, loyale d'une manière qui n'avait pas besoin de beaucoup de mots. Nous travaillions côte à côte depuis 2 ans. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une meilleure amie. Je lui ai montré l'impression du titre. Elle l'a lu 2 fois, puis m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu as été sa parajuriste toute ta vie, Ingrid. Il est temps d'être la tienne. Je lui ai demandé si elle pensait que j'avais tort de ne pas appeler ma mère en premier. Elle t'a empêché d'aller à l'école de droit pour que tu ne lises jamais les petits caractères, a dit Marin. Ça te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Elle avait raison. Et dimanche approchait. J'ai passé ma pause déjeuner à chercher dans les registres du barreau de Caroline du Nord. Harold Puy, admis en 1974, retraité en 2009. Dernière adresse connue, Garner, Caroline du Nord. Il était encore en vie, encore dans la région. J'ai trouvé son numéro dans un annuaire public et j'ai appelé depuis ma voiture sur le parking de Morrison & Grant. Ça a sonné 5 fois. J'allais raccrocher quand une voix lente et prudente a répondu. Résidence Puy. Je lui ai dit mon nom. Il y a eu un long silence, le genre où l'on entend quelqu'un s'ajuster à un souvenir qu'il n'avait pas touché depuis des années. Birdie, a-t-il dit. La Birdie d'Earl. Quelque chose s'est fissuré dans ma poitrine quand il a prononcé ce nom. Personne ne m'avait appelé Birdie depuis 20 ans. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé, le titre, le trust, le fait que ma mère n'avait jamais transféré la maison. Harold est resté silencieux à nouveau, mais cette fois c'était un silence différent, plus lourd. Elle ne t'a jamais donné la maison, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Non, monsieur. Il m'a dit qu'il avait rédigé lui-même tout le document, le testament, l'acte de trust, tout le plan successoral. Earl était venu à son cabinet au printemps 2005, 6 mois avant l'AVC, et avait tout expliqué clairement. La maison va à Ingrid. Gloria la gère jusqu'à ce que la fille ait 21 ans. Ensuite, elle est à elle, libre et claire. Après la création du trust, j'ai appelé Gloria pour lui rappeler ses obligations. Harold a dit, elle m'a répondu, je sais ce que je fais, monsieur Puy. Mon père me faisait confiance. Je n'ai pas suivi après ça. Il a marqué une pause. Ton grand-père m'avait demandé de veiller sur les choses, et je ne l'ai pas fait. Je suis désolé pour ça, Ingrid. Ce furent ses mots exacts, et ils signifiaient plus qu'il ne le pensait. Vendredi matin, j'ai pris une demi-journée et je suis allé à Garner. Harold Puy vivait dans une maison en briques sur une rue bordée de myrtes de crêpes qui avaient déjà perdu leurs fleurs. Il m'a accueilli à la porte en chemise repassée et bretelles, se déplaçant lentement mais se tenant droit. Il avait l'air d'un homme qui attendait que quelqu'un vienne poser des questions. Son bureau était une chambre convertie au fond de la maison, étagère de classeur juridique, un meuble de classement en bois, une lampe de bureau avec un abat-jour en verre vert. Il a ouvert le tiroir du bas du meuble et en a sorti une boîte en carton étiquetée, puis heurtée. À l'intérieur, une copie du testament de mon grand-père, l'acte de trust, les registres de succession, une lettre d'instruction. J'ai ouvert l'acte de trust en premier. Le langage était clair, formel et sans équivoque. À l'âge de 21 ans du bénéficiaire, le trustee devra transmettre tous les droits, titres et intérêts dans la propriété au bénéficiaire en exécutant et en enregistrant un acte approprié. Mon nom était sur la 3e ligne. La signature de mon grand-père se trouvait au bas de la dernière page. Stable, délibéré, comme tout ce qu'il avait construit. Harold m'a tout expliqué. Parce que Gloria n'avait jamais exécuté le transfert quand j'avais eu 21 ans, elle violait son devoir fiduciaire. Elle n'avait aucun droit légal de traiter la propriété comme la sienne,
et tout acte de transfert rapide qu'elle signerait pour transmettre des intérêts à Rebecca serait nul parce qu'elle n'était pas la propriétaire. Elle était la trustee. Quand prévoit-elle de signer cet acte, a demandé Harold. Dimanche, ai-je répondu. Il a enlevé ses lunettes et les a nettoyées avec son mouchoir. Alors nous ferions mieux de nous mettre au travail. Il a proposé de préparer une affidavit, une déclaration sous serment confirmant l'authenticité du trust et son rôle dans sa rédaction. J'ai accepté. Pendant que nous travaillions, Harold a mentionné quelque chose que je ne savais pas. Ton grand-père ne t'a pas seulement laissé la maison, a-t-il dit. Il y avait aussi un compte d'épargne, 38 000 $ détenus dans le trust. J'ai posé le papier que je tenais. Gloria était la dépositaire des fonds, a-t-il continué. Même condition, à te distribuer à 21 ans. Je savais avant de vérifier. Je savais déjà, mais j'ai quand même vérifié. Ce soir-là, j'ai appelé la banque mentionnée dans les documents du trust, une succursale régionale à Garner. Le compte du trust avait été fermé en 2008. Le solde total avait été retiré par le trustee. J'avais 20 ans, un an avant que les fonds ne soient censés m'appartenir. Je suis resté assise à ma table de cuisine et j'ai fait le calcul au dos d'une enveloppe, 38 000 $ du compte du trust, disparu, plus les 400 $ par mois que j'avais envoyés à ma mère pendant les 10 dernières années. 48 000 $ au total. Elle avait pris mon héritage et mes chèques de paie. Je me souvenais clairement de 2008. C'était l'année où ma mère était arrivée à Thanksgiving dans une nouvelle Buick LaCrosse. Siège en cuir argent métallisé. J'ai économisé pendant des années, avait-elle dit à la famille. Je me suis enfin fait plaisir. 38 000 $. Elle avait transformé l'épargne de mon grand-père en une berline et l'avait conduite à l'église tous les dimanches. Je n'ai rien jeté. Je n'ai pas appelé en criant. J'ai ouvert un tableur sur mon ordinateur, j'ai entré chaque chiffre que je pouvais documenter, et j'ai enregistré le fichier. Mode parajuriste, la même concentration que j'utilisais pour les clients chez Morrison & Grant. Sauf que cette fois, la cliente, c'était moi. À minuit, j'avais une piste documentaire qui remontait à 20 ans. Relevé bancaire, historique des titres, termes du trust, tout ce que ma mère avait pris, répertorié et horodaté. Les faits n'ont pas besoin de volume. Ils ont juste besoin d'être documentés. Samedi. Je suis allé à Riddle Creek Road sous prétexte de récupérer des vieux vêtements que j'avais laissés dans le placard du fond. La maison bourdonnait. Ma mère avait sorti la belle porcelaine, le service qu'elle n'utilisait que pour paquer les invités. Fleurs fraîches sur la table de la salle à manger, bougies. Ray était dehors en train d'installer une nouvelle lampe de Porsche, sa ceinture à outils basse comme un homme qui vivait déjà ici, ce qui était le cas, je suppose. Demain va être spécial, a dit ma mère quand je suis entré dans la cuisine. Elle arrangeait des serviettes en lin. Du lin pour un dîner du dimanche. Ray et moi avons travaillé si dur sur cette maison. Il est temps de rendre ça officiel. J'ai gardé une voix égale. Officiel comment? Je vais mettre le nom de Ray sur l'acte. Il l'a mérité. J'ai regardé ma mère. Elle souriait de la façon dont elle souriait quand elle avait déjà décidé quelque chose et attendait simplement que le monde soit d'accord avec elle. J'ai essayé une dernière fois. Maman, tu ne penses pas qu'on devrait en parler d'abord? Juste toi et moi. Elle a à peine levé les yeux des serviettes. Il n'y a rien à discuter. C'est ma maison et je ferai ce que je veux avec. J'ai hoché la tête, récupéré mes vêtements dans le placard, dit au revoir à Ray, qui m'a dit d'apporter de l'appétit pour demain. Puis je suis allé à ma voiture, je me suis assise derrière le volant et j'ai respiré pendant 30 secondes. Elle l'avait dit elle-même, c'est ma maison. Il n'y a rien à discuter. Pour une fois, j'étais d'accord avec elle. Il n'y avait plus rien à discuter. J'ai roulé directement chez Harold puis. Nous avions encore un jour, et nous allions utiliser chaque heure. La table de cuisine de Harold est devenue notre salle de guerre. Nous avons tout étalé et organisé dans un seul dossier, la copie certifiée de l'acte du registre des titres, montrant la propriété détenue en trust pour mon bénéfice, l'acte de trust avec la signature de mon grand-père. L'affidavit d'Harold notarié cet après-midi-là au magasin UPS sur Timber Drive, confirmant qu'il avait rédigé le trust sur instruction d'Earl puis et qu'il avait personnellement informé Gloria de ses obligations en tant que trustee. Et enfin,
une lettre de demande formelle sur l'ancien papier en tête du cabinet d'Harold, demandant à Gloria de se conformer aux termes du trust et de cesser tout transfert non autorisé de la propriété. Harold avait conservé sa licence du barreau en statut inactif. La lettre était propre, professionnelle et ne laissait aucune place à l'interprétation. « Tu n'as pas besoin d'élever la voix demain, Ingrid », a-t-il dit en plaçant la dernière page dans le dossier. Le papier parle tout seul. J'ai appelé Marin ce soir-là. Je lui ai expliqué le plan. « Tu es sûr de ça ?» a-t-elle demandé, non pas pour douter, mais pour vérifier. Elle m'a dit hier qu'il n'y avait rien à discuter. Elle a dit que c'était sa maison. J'ai marqué une pause. Elle a choisi de rendre ça public. Je ne fais que apporter les reçus. J'aurai mon téléphone allumé, a dit Marin. Appelle si tu as besoin de renfort. J'ai tout mis dans mon sac, la sacoche en cuir marron que mon grand-père m'avait offerte pour mes 16 ans. La couture se défaisait à un coin et la boucle en laiton avait noirci avec le temps, mais le cuir était doux et chaud dans mes mains, et quand je le tenais, je pouvais presque sentir l'atelier. Sueur et huile de lin. Je l'ai posé près de la porte d'entrée et je suis allé me coucher. Je n'ai pas bien dormi, mais j'ai dormi. Demain, le papier parlerait. Dimanche matin, ciel gris, air frais, le genre de journée d'octobre en Caroline du Nord où la lumière traverse les arbres en biais et où tout semble plus net que d'habitude. Je me suis tenu dans la salle de bain de mon appartement et j'ai regardé le sac posé sur le comptoir de la cuisine. Le dossier était à l'intérieur. Le trust, l'acte, l'affidavit d'Harold, la lettre de demande, tout ce dont j'avais besoin, soigneusement rangé dans une sacoche qui sentait l'atelier de mon grand-père. J'ai pensé à ne pas y aller. Je pouvais l'appeler, lui dire que je savais, lui donner une chance de régler ça en privé, à sa façon. N'était-ce pas la chose la plus gentille à faire ? Mais j'avais déjà essayé ça hier dans sa cuisine. Est-ce qu'on peut en parler, juste toi et moi ? Et elle avait dit non. Ce soir, même question, même réponse. Elle voulait un public. Elle voulait des témoins de ce qu'elle considérait comme son moment. Très bien. D'accord, ai-je dit. Tu veux que je le dise ici ? Je vais le dire ici. J'ai ouvert la sacoche. Le bruit était petit, juste le crissement métallique d'une fermeture éclair qui s'ouvre. Mais dans cette salle à manger silencieuse, avec les bougies qui vacillaient et 8 visages qui regardaient, il apportait. Le sourire de ma mère a glissé d'un demi-centimètre. J'ai sorti le dossier et je l'ai posé sur la table. Pas fort, pas de façon dramatique. Je l'ai posé comme je poserais un dossier sur le bureau d'un juge, plat, carré, face à elle. Tante Vivien a arrêté son geste à mi-chemin. Brun s'est penché en avant. Oncle Dal a posé son petit pain. Ray a décroisé les bras. J'avais demandé 2 fois en privé. Les 2 fois elle avait refusé. Elle avait choisi la salle. Elle avait choisi la scène. Tout ce que j'ai fait, c'est choisir le script. Avant que tu ailles plus loin avec ça, ai-je dit en désignant l'acte de transfert rapide, j'ai besoin que tu lises quelque chose. Dans la demi-seconde entre le moment où j'ai posé le dossier et celui où ma mère l'a pris, un souvenir est remonté, clair et entier, comme une photographie sortie de l'eau. Été. J'avais 15 ans, assise sur le porche avec grand-pa Earl, tous les deux buvant du thé sucré dans des bocaux maçonnes. Les cigales hurlaient dans les pins et l'air était assez épais pour le mâcher. Il venait de terminer de revernir la rambarde du porche et ses mains étaient encore sombres de couleur. J'avais ri. 15 ans, pieds nus. Aucune idée de pourquoi il disait une chose pareille. Pourquoi maman dirait-elle quelque chose, grand-pa ? Il n'avait pas répondu. Il avait simplement regardé le jardin, au-delà du cornouiller qu'il avait planté l'année de ma naissance, et pris une longue gorgée de thé. Maintenant je comprenais. Il avait su. Il avait observé sa propre fille pendant des décennies et il avait vu ce que je ne pouvais pas voir, ce que j'étais trop jeune et trop proche pour voir. Il savait qu'elle essaierait de l'apprendre. Il savait qu'elle mentirait. Et parce qu'il savait que les mots seuls ne survivraient pas à elle, il était allé chez un avocat, s'était assis dans un bureau et avait tout mis par écrit. Il ne pouvait pas me protéger d'elle pour toujours. Mais il pouvait construire quelque chose qu'elle ne pourrait pas contourner par des paroles. J'ai regardé le dossier sur la table. La signature de mon grand-père était à l'intérieur. Son écriture, stable, délibérée, la même dont je me souvenais.
20 ans plus tard, elle tenait encore la ligne. Ma mère a pris la première page. J'ai regardé ses yeux parcourir les mots. J'ai regardé la couleur quitter son visage comme de l'eau qui s'écoule dans un évier, et j'ai attendu. Mais je ne lui avais pas encore donné le document du trust. La première page était l'acte, l'impression du registre des titres, la même que j'avais sortie à mon bureau 3 jours plus tôt. Elle l'a regardée, a froncé les sourcils et l'a reposée. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle dit. « Une sorte de papier de travail ?» Je n'ai pas répondu directement. Au lieu de cela, j'ai posé une question. Calme, clair, assez fort pour que tout le monde à table entende. « Maman, juste pour que je comprenne, tu dis que cette maison t'appartient entièrement, libre et claire ?» Bien sûr qu'elle l'est. Son menton s'est levé. Ton grand-père me l'a laissé. Je l'ai entretenu pendant 20 ans. Et il n'y avait pas de testament, pas de trust, pas d'arrangement légal d'aucune sorte. Ses yeux ont vacillé. Juste un instant, rapide comme un clignement, mais je l'ai vu. Cette micro-hésitation avant le mensonge. Rien, a-t-elle dit. Je te l'ai dit quand tu avais 17 ans. Rien n'a changé. Et tu signes cet acte de transfert rapide pour ajouter le nom de Ray parce que toi, en tant que propriétaire, tu as le droit de le faire? Combien de fois faut-il que je le dise? Elle a tapé légèrement sur la table. Oui. Autour de nous, la famille s'est agitée. Tante Vivien a posé sa fourchette. Brun a arrêté de mâcher. Oncle Dal a levé les yeux de son assiette pour la première fois de la soirée. Ray s'est redressé, sa mâchoire travaillant comme s'il mâchait quelque chose qui n'était pas de la nourriture. Ma mère venait de déclarer, devant toutes les personnes présentes dans cette pièce, qu'elle était la propriétaire, qu'il n'y avait pas de testament, pas de trust, pas de document légal qui disent le contraire. J'avais besoin qu'elle le dise, tout ça, devant tout le monde. Maintenant elle l'avait fait. J'ai retourné le dossier pour qu'il soit face à elle et je l'ai ouvert à la 2e page. La 2e page était l'acte de trust. Je l'ai fait glisser sur la nappe comme elle avait fait glisser l'acte de transfert rapide vers moi 10 minutes plus tôt, doucement, régulièrement, comme si ce n'était rien du tout. Avant que tu signes quoi que ce soit d'autre, maman, j'ai besoin que tu lises ça. Elle a baissé les yeux. Le document était tapé sur du papier juridique couleur crème, daté du 14 mars 2005, 7 mois avant l'AVC de mon grand-père. L'entête disait, dernier testament et testament d'Earl T. et puis, annexe B, trust testamentaire. Ses lèvres ont bougé légèrement pendant qu'elle lisait. La table était silencieuse. J'entendais les flammes des bougies se courber dans le courant d'air venant de la fenêtre de la cuisine. Elle est arrivée à la clause opérationnelle. Je savais exactement quelle ligne, parce que je l'avais lu 50 fois au cours des 3 derniers jours. Gloria Holloway, trustee du Earl puis Testamentary Trust au bénéfice d'un gré de Monsieur Holloway. Son doigt a arrêté de bouger. Elle a fixé la page comme on fixe une fissure qui se propage sur un pare-brise, en la regardant grandir, en sachant qu'on ne peut pas l'arrêter. Quoi, a-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée. Elle l'a relu. Plus lentement cette fois. Ray s'est penché. Gloria, qu'est-ce que ça dit? Elle n'a pas répondu. Tante Vivien s'est légèrement levée de sa chaise, tendant le cou. Qu'est-ce qui se passe, Gloria? Ma mère les a ignorés tous les deux. Elle est revenue à la première page et l'a relue, ses yeux parcourant vite, cherchant quelque chose. Une erreur, une faille, une raison de dire que ce n'était pas réel. Elle n'en a pas trouvé. Elle a levé les yeux vers moi. Sa mâchoire était crispée. Sa voix est sortie basse, vibrante comme un fil trop tendu. Tu es allé derrière mon dos. Tu es allé voir ce vieil homme et tu. Je ne suis pas allé derrière ton dos, maman. Je suis allé au tribunal du comté. N'importe qui peut le faire. C'est public. Elle a pris l'affidavit et l'a tenu comme si elle voulait le déchirer. C'est vieux de 20 ans. Ça ne veut rien dire. C'est un trust légal, ai-je dit. Exécuté et enregistré en 2005, probaté par le greffe du tribunal supérieur du comté de Wake est toujours en vigueur. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix s'est brisée, pas de tristesse, de fureur. Ray a reculé sa chaise d'1 centimètre. Brun a attrapé son verre d'eau et l'a tenu. Oncle Dal a regardé Tante Vivien. Tante Vivien m'a regardé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin.
Je n'ai rien fait, maman. Grand-pa l'a fait il y a 20 ans. Je me suis levé et j'ai parlé à toute la table. Pas pour faire un discours, pour expliquer. Ces gens méritaient de savoir dans quoi ils étaient entrés. Grand-pa Earl a laissé cette maison à moi dans un trust, ai-je dit. Maman était la trustee. Elle était censée me transférer le titre quand j'ai eu 21 ans. Elle ne l'a jamais fait. La main de tante Vivien est allée à sa bouche. Gloria, c'est vrai? Le menton de ma mère s'est avancé. Ce n'est pas si simple. Si, c'est si simple, ai-je dit. Le trust est légalement contraignant. L'acte est sur les registres publics. Je l'ai confirmé avec l'avocat qui l'a rédigé. J'ai désigné l'acte de transfert rapide qui était sur la table. Et ce formulaire que tu viens de signer, il est sans valeur. Tu ne peux pas transférer une propriété que tu ne possèdes pas. Tu étais la trustee. Tu avais un devoir et tu l'as violé. La salle est devenue immobile, pas silencieuse. Immobile, le genre d'immobilité où même l'air a arrêté de circuler. Ray a parlé en premier. Il s'était raidi sur sa chaise, les mains crispées sur les accoudoirs. Tu m'as dit que cette maison était à toi, a-t-il dit à Gloria. Pas gentiment. Ma mère s'est tournée vers lui. Elle l'est. L'acte dit le contraire, ai-je dit. Ton nom y figure comme trustee, pas comme propriétaire. Il y a une différence légale, et elle compte. Ton grand-père n'avait pas le droit de. Il avait tous les droits. C'était sa maison. Il l'a construite. Il l'a payée. Et il a choisi de me la laisser. Brun a murmuré, oh mon Dieu, à peine assez fort pour être entendu. Ma mère a agrippé le bord de la table à 2 mains. Ses jointures étaient blanches. Les bougies continuaient de brûler. Le rôti continuait de refroidir. Personne ne touchait à sa nourriture. Elle m'a regardé de la façon dont elle m'avait regardé toute ma vie, comme si j'étais un problème qu'elle avait déjà résolu. Sauf que cette fois, elle ne l'avait pas fait. Quand elle était acculée, ma mère ne battait pas en retraite. Elle attaquait. Je t'ai élevé dans cette maison. Sa voix a rempli la pièce. Je t'ai nourri. J'ai gardé les lumières allumées. Je suis resté éveillé avec toi quand tu étais malade. J'ai tout abandonné. Et c'est comme ça que tu me remercies? Avec des avocats et des papiers. Elle s'est tournée vers Vivien, les bras ouverts, les paumes vers le haut, la posture d'une martyre. Tu vois ça, Vive? Tu vois ce que ma propre fille me fait dans ma maison? À ma table? Vivien n'a pas répondu. Elle lisait encore le document du trust, ses lunettes basses sur le nez. Ma mère s'est retournée vers moi. Ton grand-père était un vieil homme têtu qui ne comprenait rien à l'éducation d'une famille seule. J'ai tout fait. Tout. Et il va derrière mon dos et signe un papier. Monsieur puis t'a appelé, ai-je dit. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais pas besoin d'égaler son volume pour l'emporter sur son argument. Il t'a appelé après la création du trust. Il t'a rappelé ton obligation légale et tu lui as répondu, je sais ce que je fais. J'ai tourné la page suivante, l'affidavit d'Harold. Il l'a mis dans une déclaration sous serment. Il se souvient de chaque mot. Ma mère a grimacé. Ce vieil homme ne sait pas de quoi il parle. C'est un avocat agréé qui a rédigé le testament de grand-pa, ai-je dit. Et il est prêt à témoigner. Le visage de ma mère s'est tordu. J'ai donné ma vie pour cette famille. Les mots ont rebondi sur les murs et sont morts. Personne ne les a ramassés. J'ai laissé le silence tenir pendant 3 secondes complètes avant de répondre. Tu as donné ma vie, maman, ai-je dit. Pas la tienne. La mienne. La main de Brun est allée à sa poitrine. Vivien a fermé les yeux, et ma mère, pour la première fois dont je me souvienne, n'avait plus rien à dire. Le silence a duré assez longtemps pour que les bougies vacillent 2 fois. Puis Ray l'a brisé. Attendez. Il a levé la main comme s'il arrêtait la circulation. J'ai besoin de comprendre quelque chose. J'ai mis 15 000 $ dans cette maison. Nouveau toit, nouvelle terrasse, peinture, plomberie. Si c'est une sorte de situation de trust, qui va me rembourser? Toutes les têtes à table se sont tournées vers lui. Tante Vivien a parlé en premier, sa voix plate. Sérieusement, Ray, c'est ça ta préoccupation en ce moment?
On m'a dit que cette maison était à Gloria, a-t-il dit en se penchant en avant. J'ai investi en me basant sur ça. Il a pointé ma mère du doigt. Tu m'as dit que cette maison était à toi, Gloria. Libre et clair. Ce sont tes mots. Ma mère a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Elle a regardé Ray de la façon dont une personne regarde une porte qui vient de se refermer sur son visage. Toute rénovation faite sur la propriété sans l'autorisation du bénéficiaire est entre toi et Gloria, ai-je dit. Pas entre toi et moi. Ray m'a regardé longtemps. Puis il a repoussé sa chaise, a jeté sa serviette sur son assiette et s'est levé. Je ne me suis pas inscrit pour ça, a-t-il dit. Il est passé par la cuisine, est sorti par la porte de derrière et est allé sur la terrasse qu'il avait construite avec son propre argent. Nous avons entendu son camion démarrer 30 secondes plus tard. Le gravier a crissé sous les pneus. Le bruit s'est éloigné sur Riddle Creek Road. Ma mère a regardé la porte de derrière longtemps après son départ, les mains toujours à plat sur la table, le visage vidé. Quand elle s'est retournée vers la pièce, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Elle avait peur. Pas de moi, pas des papiers, d'être seule. Tante Vivien avait lu en silence, méthodiquement, tournant les pages comme je l'aurais fait, une à une, absorbant chaque ligne. Quand elle a enfin posé le dossier, ses mains tremblaient. Gloria. Sa voix était prudente, contrôlée, mais en dessous courait un courant qui a fait se redresser ma cousine Brun. Papa a laissé la maison à un grade et tu le savais. Vivien, reste en dehors de ça. Non. La paume de Vivien a frappé la table. Pas fort, mais les assiettes ont teinté. Tu m'as dit que papa n'avait pas laissé de testament. Tu me l'as dit en face. Je t'ai demandé directement et tu as dit qu'il n'y avait rien. La bouche de ma mère a bougé, mais les mots se sont bloqués. Brun a regardé sa mère. Maman, est-ce que grand-pa Earl t'a laissé quelque chose aussi? J'ai tourné vers la section pertinente du testament, la page qu'Harold avait marquée d'un onglet jaune. Earl avait laissé 15 000 $ en bon d'épargne à Vivien. L'exécutrice, Gloria, était censée les distribuer après la succession. J'ai fait glisser la page vers Vivien. Elle l'a lu, ses lèvres serrées en une fine ligne blanche. 15 000 $, a-t-elle dit. Il m'a laissé 15 000 $ et tu les as pris. Je n'ai pas pris. Tu m'as dit qu'il n'avait rien laissé, Gloria. Tu m'as regardé dans les yeux à son enterrement et tu as dit, il n'y a rien pour aucun de nous. Et je t'ai cru parce que tu étais ma sœur. Le mot « sœur » est tombé comme une pierre. Oncle Dal a passé son bras autour de l'épaule de Vivien. Brun a pris la main de sa mère. Ma mère se tenait au bout d'une table qu'elle ne possédait pas, dans une maison dont elle n'avait jamais eu le droit de revendiquer la propriété. Entourée de la famille à qui elle avait menti pendant 20 ans. Elle n'avait plus d'alliés dans la pièce. Je me suis levé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé comme je parlerais à un juge. Mesurée, factuelle, respectueuse de la salle. Maman, je ne suis pas venu te jeter dehors de cette maison ce soir. Je suis venu te dire la vérité que tu m'as cachée pendant 20 ans. Elle a agrippé le dossier de sa chaise. Ses yeux étaient humides, mais les larmes n'étaient pas tombées. Elles étaient là, prêtes, attendant d'être utilisées. J'avais déjà vu ces larmes. C'étaient des armes, pas du chagrin. Voici ce qui va se passer maintenant, ai-je dit. Tu signes l'acte transférant le titre à moi, ce que le trust exigeait il y a 16 ans. Si tu refuses, je dépose une requête auprès du tribunal du comté de Wake pour la révocation du trustee et la distribution ordonnée par le tribunal. Le résultat sera le même. Ça te coûtera juste plus cher. J'ai tenu l'acte de transfert rapide qu'elle avait signé pour Ray. Celui-ci est nul. Tu n'étais jamais la propriétaire. Tu étais la trustee. Tu avais un devoir et tu l'as violé. Puis j'ai posé la dernière condition. Je suis prête à te laisser rester dans cette maison sous un bail avec des limites claires aussi longtemps que tu en auras besoin pour organiser ta prochaine étape, mais le titre me revient. Ce n'est pas une négociation. Cette maison était la promesse de grand-pa Earl pour moi. Tu n'as pas le droit de réécrire ses volontés. Elle m'a regardé avec une fureur que j'avais ressentie toute ma vie, mais que je n'avais jamais affrontée directement. Tu regretteras ça, a-t-elle dit. J'ai passé 20 ans à regretter mon silence, ai-je répondu. C'est fini. J'ai pris ma sacoche, j'ai hoché la tête vers Vivien,
j'ai touché l'épaule de Brun en passant. Puis je suis sorti par la porte d'entrée, j'ai traversé le porche que mon grand-père avait construit, et je suis entré dans la nuit d'octobre. L'air dehors était frais et sentait les aiguilles de pin et le feu de cheminée de quelqu'un plus bas dans la rue. Je suis resté sur le porche, le même porche où grand-père Earl m'avait dit que cette maison serait à moi, et j'ai laissé mes mains trembler. Elles avaient été stables pendant tout le dîner, stables quand j'avais ouvert le dossier, stables quand elle avait crié. Mais maintenant, ici dans le noir, avec la lumière du porche qui bourdonnait au-dessus de moi et les grillons qui chantaient à plein régime, je les ai laissés aller. Brun est sortie la première. Elle n'a rien dit pendant quelques secondes, puis elle m'a serré dans ses bras et m'a tenu. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça, a dit Brun contre mon épaule. Toutes ces années. C'est toujours ta tante, ai-je dit. Et tu es toujours ma cousine. Ça passe en premier. De l'intérieur, j'entendais ma mère pleurer. Le genre fort et saccadé, le genre qui remplit une pièce et exige de l'attention. La voix de Vivien a suivi, basse et ferme. Je ne distinguais pas les mots, mais le ton était sans équivoque. C'était la voix d'une sœur qui en avait fini de faire semblant. Le camion de Ray était déjà parti. L'allée gardait sa forme vide dans le gravier. J'ai appelé Marin depuis les marches du porche. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. C'est fait. Comment tu te sens? J'ai regardé le ciel à travers les branches de pin. Les étoiles apparaissaient par morceaux entre les nuages. Comme si je venais de poser quelque chose que je portais depuis 20 ans. Vivien est sorti quelques minutes plus tard. Ses yeux étaient rouges, mais sa posture était droite. Elle m'a regardé et a dit, « Je te dois des excuses, Ingrid. J'aurais dû poser plus de questions. » Tu ne savais pas, ai-je répondu. Moi non plus. Elle m'a serré dans une étreinte qui sentait le parfum à la vanille et la maison où j'avais grandi. Je sais que certains d'entre vous pensent qu'elle aurait dû simplement laisser tomber. Et honnêtement, il y a un an, j'aurais peut-être été d'accord avec vous, mais laisser tomber n'était pas maintenir la paix. C'était laisser quelqu'un d'autre écrire mon histoire. Si cette histoire vous parle, si vous avez déjà dû choisir entre être aimé et être honnête, laissez un commentaire et abonnez-vous si vous voulez entendre comment tout cela s'est terminé. Parce que ce que ma mère a fait dans les semaines qui ont suivi ce dîner, je ne l'avais pas vu venir. Maintenant, laissez-moi vous raconter. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à 9h du matin. Gloria. J'ai répondu parce que je m'étais promis que je le ferais. Quoi qu'elle me lance, je prendrais l'appel. Je me le devais. La preuve que je pouvais décrocher sans m'effondrer. Je suis ta mère. Sa voix était rauque, gonflée. Ça ne veut rien dire pour toi. J'ai attendu. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Ray n'a pas appelé. Tu es contente maintenant? C'est ce que tu voulais. Je ne suis contente de rien de tout ça, maman. Elle a pivoté. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner. Si tu portes ça au tribunal, tout le monde en ville le saura. Tous les voisins, les gens à l'église. C'est ce que tu veux? Humilier ta propre mère devant tout le monde? Je préférerais qu'on règle ça entre nous, ai-je dit. Mais ça dépend de toi. Elle a essayé un 3e angle, plus doux maintenant, presque gentil, la façon dont elle parlait quand elle avait vraiment besoin de quelque chose. Il était assez lucide pour engager un avocat et rédiger un document légalement contraignant, ai-je répondu. Et tu étais assez lucide pour le cacher pendant 20 ans. Elle a raccroché. Je suis resté assise à ma table de cuisine longtemps après. L'appartement était silencieux. La lumière du matin passait à travers les stores et faisait des rayures sur le comptoir. J'ai versé un verre d'eau que je n'ai pas bu. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai tapé une note dans le dossier que je construisais. Gloria a refusé la conformité volontaire. Procéder à la requête. Elle avait passé toute ma vie à m'apprendre que l'amour signifiait ne jamais dire non. Mais l'amour sans vérité n'est pas de l'amour. C'est un bail. Et elle avait perçu le loyer dessus pendant des décennies. Je n'ai pas déposé la requête seule. Ma patronne chez Morrison & Grant, l'associée principale Catherine Grant, avait entendu l'histoire entre-temps. Marin lui avait raconté. Je m'attendais à un hochement de tête poli et à une recommandation. Au lieu de cela, Catherine m'a appelé dans son bureau un mercredi après-midi et a dit « Je prends l'affaire pro bono. Ton grand-père a mis en place un trust propre.
Ça aurait dû être réglé il y a 16 ans. La requête a été déposée au greffe du tribunal supérieur du comté de Wake un jeudi matin. 3 chefs d'accusation. Révocation de Gloria Holloway en tant que trustee du Earl puis Testamentary Trust. Distribution ordonnée par le tribunal de l'actif du trust, la maison sur Riddle Creek Road, aux bénéficiaires nommés. Comptabilité complète des actifs financiers du trust, y compris les 38 000 $ d'épargne qui avaient disparu en 2008. Nous avons joint tout, l'acte de trust, le titre, l'affidavit d'Harold, les relevés bancaires montrant le compte fermé. Gloria a été assignée le lundi suivant. Vivien m'a raconté plus tard que quand l'huissier est parti, Gloria s'est assise dans la cuisine et a fixé la fenêtre du jardin pendant plus d'1 heure. Elle n'a pas bougé, elle n'a appelé personne. Je n'ai pas célébré. Il n'y avait rien à célébrer. Ce n'était pas un tour d'honneur. C'était une correction. 20 ans en retard. J'ai pensé à mon grand-père, comment il s'était assis dans le bureau d'Harold puis et avait tout planifié, en espérant que ce ne serait jamais nécessaire. Comment il avait fait confiance à sa fille pour faire ce qu'il fallait et avait construit un filet de sécurité au cas où elle ne le ferait pas. Il avait fait confiance à la loi pour me protéger, même si ma mère ne le ferait pas. Le moins que je puisse faire était d'aller jusqu'au bout. La date d'audience a été fixée dans 6 semaines, mais ça n'est jamais allé jusque-là. Gloria a engagé un avocat commis d'office nommé Denny Webb, spécialisé dans les trusts familiaux. Il a été direct avec elle. Je le sais parce que son cabinet a envoyé une proposition de règlement 2 semaines après le dépôt. La proposition était simple. Gloria accepterait volontairement de se conformer aux termes du trust, exécuterait un acte transférant le titre complet à moi, et accepterait un remboursement structuré des fonds du trust documenté. En échange, je retirerai la requête et permettrai à Gloria de rester dans la maison sous un bail écrit. Son avocat a dit au mien hors enregistrement qu'il lui avait exposé clairement, si ça va au tribunal, vous perdez et le dossier judiciaire devient public. Chaque détail. Gloria a signé l'acte un mardi au cabinet de Denny Webb dans le centre de Raleigh. J'étais là. Elle était assise en face de moi, a signé son nom sans lever les yeux, et est partie sans un mot. Pas de contact visuel, pas d'au revoir. L'acte a été enregistré au registre des titres du comté de Wake cet après-midi-là. Le greffier l'a tamponné, l'a classé et m'a remis le reçu. Frais d'enregistrement, 26 $. J'ai tenu le reçu dans ma voiture pendant longtemps. 26 $. C'est ce qu'il a coûté pour mettre mon nom là où il aurait dû être depuis mes 21 ans. 20 ans et 26 $. Ce week-end-là, j'ai roulé jusqu'à Riddle Creek Road, je me suis garé dans l'allée, je ne suis pas entré. Gloria était encore là et les termes du bail n'avaient pas encore commencé. Je suis simplement resté sur le trottoir et j'ai regardé la maison, les bardeaux gris, le porche enveloppant, le cornouiller que mon grand-père avait planté l'année de ma naissance, dont les feuilles tournaient au rouge sur les bords. Pour la première fois, je me tenais devant cette maison en tant que propriétaire légal. Le sentiment n'était pas le triomphe, c'était la reconnaissance. J'ai laissé ma mère rester. Certaines personnes ne comprendront pas qu'après tout ce qu'elle a fait, les mensonges, l'héritage volé, les années où elle m'a gardé petite, je l'ai laissée rester dans la maison. Mais je ne l'ai pas fait pour elle. Je l'ai fait parce que l'expulsion n'était pas le but. Le but était la vérité. Le but était la limite. Nous avons rédigé un bail. 12 mois, loyer 0. Gloria couvrirait les services publics et l'entretien de base. Aucune modification de la propriété sans mon approbation écrite. Aucun nom supplémentaire sur quoi que ce soit, jamais. Elle l'a signé de la même façon qu'elle avait signé l'acte, rapidement, silencieusement, comme si elle touchait quelque chose de chaud. La comptabilité financière a pris plus de temps. Les 38 000 $ avaient en grande partie disparu, dépensés, dispersés, introuvables de la façon dont l'argent liquide devient après 20 ans. Mais Gloria a accepté de rembourser 22 000 $, la partie que nous pouvions documenter, en versement mensuel. Ça prendrait des années. C'était bien. Le chiffre sur le papier importait plus que la vitesse du chèque. Vivien a reçu ses 15 000 $. Elle m'a dit qu'elle les avait mis dans un fonds pour les études de Brun. Avec l'argent du trust récupéré et mes propres économies, j'ai fait quelque chose que j'attendais de faire depuis mes 17 ans. J'ai postulé au programme de droit à temps partiel à la Campbell University School of Law, juste là à Raleigh. J'ai écrit ma déclaration personnelle en une seule fois.
Chaque mot était vrai. Ils m'ont accepté en janvier. Brun m'appelait toutes les semaines après le dîner. Nous n'avions jamais été proches avant. Les divisions silencieuses de la famille nous avaient maintenus à distance. Mais quelque chose avait changé. Elle disait juste, je prends des nouvelles, et le pensait vraiment. Je n'ai pas pris la maison de ma mère. J'ai repris la mienne. Et ensuite je lui ai donné la chance de rester selon des termes que nous comprenions toutes les deux. 6 mois plus tard, je suis entré dans un amphithéâtre à la Campbell Law School et je me suis assise au 3e rang. J'avais 37 ans. La plupart de mes camarades avaient 23 ou 24 ans, fraîchement sortis de l'université, avec des cahiers neufs et des surligneurs alignés par couleur. J'avais un ordinateur portable d'occasion, un bloc-notes juridique et une sacoche en cuir marron avec une couture lâche au coin. Le professeur a ouvert le premier cours par une question, pourquoi le droit? Des mains se sont levées dans la salle. Objectif de carrière, attente familiale, passion pour la justice. J'ai écouté chaque réponse et je n'ai pas levé la mienne. Je savais pourquoi j'étais là. Parce que quelqu'un avait utilisé le système contre moi et que j'avais survécu en l'apprenant. Parce que mon grand-père croyait qu'un morceau de papier pouvait survivre à un mensonge. Et il avait raison. Parce que ma mère m'avait tenu éloigné de cette salle pendant 20 ans. Et j'en avais fini de laisser des portes fermées définir ce que je pouvais franchir. Je n'ai rien dit de tout cela à voix haute. Certaines choses n'ont pas besoin d'une salle de classe. Ce soir-là, j'ai appelé Harold puis. Il a décroché à la 2e sonnerie, comme toujours, comme s'il était assis près du téléphone. Premier jour d'école de droit, ai-je dit. Il y a eu une pause, puis un son que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. Un rire court et rauque qui s'est transformé en quelque chose de plus chaleureux. Ton grand-père t'aurait conduite lui-même, Birdie. Dans ma sacoche, glissée dans la poche intérieure, je gardais 2 choses, le reçu de $26 du registre des titres et une photocopie du nouvel acte avec mon nom dessus. Le professeur a distribué le programme. Le premier cours, droit des biens 101. J'ai ouvert le manuel, page 1, propriété, les droits qu'une personne détient sur un terrain. J'ai souri. Pour la première fois, je comprenais cette phrase dans mes os. Les gens vous diront que se défendre signifie que vous n'aimez pas votre famille. Ce n'est pas vrai. Ça signifie que vous vous aimez enfin assez pour arrêter de faire semblant que le silence est la même chose que la loyauté. Ma mère et moi parlons encore. Pas souvent, pas profondément, mais nous parlons. Et pour la première fois de ma vie, elle me parle comme à quelqu'un qui peut dire non. Peut-être que ce n'est pas la guérison. Mais c'est honnête, et l'honnêteté est plus que ce que nous avions avant. Grand-père ne pouvait pas me protéger pour toujours. Il le savait. Il était charpentier. Il comprenait que tout ce qu'il construisait finirait par avoir besoin de quelqu'un d'autre pour l'entretenir. Alors il m'a donné la seule chose qui lui survivrait, du papier, un trust, un acte, une promesse écrite et déposée au comté, où personne ne pourrait la contourner par des paroles. Si vous êtes dans une famille où l'amour vient avec des conditions, où chaque limite que vous posez est appelée trahison, où le prix de la paix est votre propre silence, je veux que vous m'entendiez clairement. Vous n'êtes pas égoïste de protéger ce qui est à vous. Vous n'êtes pas ingrat de connaître votre propre nom. La vérité ne détruit pas les familles. Les mensonges le font. Et le moment où vous arrêtez de porter le mensonge de quelqu'un d'autre est le moment où votre vie commence à vous appartenir. Samedi dernier, je suis retourné à Riddle Creek Road, je me suis garé dans l'allée, j'ai monté les marches et je me suis assise sur le porche, le même endroit où mon grand-père s'asseyait avec son thé sucré et ses mains couvertes de sueur. Le cornouiller était en pleine couleur. Les planches du porche étaient solides sous mes pieds. La maison se tenait exactement là où Earl Puis l'avait placée il y a 48 ans, un clou après l'autre. La maison sur Riddle Creek Road tient encore debout. Et moi aussi. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si vous avez déjà dû poser une limite avec quelqu'un qui vous disait que vous lui deviez tout, je vous vois. Laissez, Riddle Creek, dans les commentaires pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et si vous êtes assis là en ce moment en pensant à ce que vous auriez fait à cette table de dîner, dites-le moi. Je lis chaque commentaire. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a plus d'histoires dans la description. Allez les découvrir. On se voit dans la prochaine. Prenez soin de vous d'abord.